sachez dire au revoir à la Rat Race. Épisode 2. Le miracle des intérêts composés. Imaginons que vous connaissiez une stratégie d'investissement vous donnant un rendement de 8% par an sur le capital investi. Alors ce rendement peut vous sembler important, cependant si on considère le marché action, on peut très bien y trouver des actions dont le rendement sur dividende est d'environ 4% ou plus. Il suffit dans ce cas-là que le cours s'apprécie de quelques pourcents et vous atteignez un rendement global de 8% par an. Alors prenons un capital de 1000 € investi avec un rendement de 8% par an. Dans ce cas-là, la première année, ce placement rapporte 80 € d'intérêt, puisque 1000 € fois 8%, ça fait bien 80 €. Si nous décidons de ne pas réinvestir ces 80 € en les consommant par exemple, le capital reste inchangé et égal à 1000 €, et il en est de même des intérêts générés, soit 80 €. La situation ne change pas d'une année sur l'autre. Le capital investi demeure égal à 1000 €, puisque les intérêts produits annuellement ne sont pas réinvestis. De la même façon, les intérêts produits sont toujours égaux à 80 €. Dans ce cas de figure, nous sommes dans le cadre des intérêts simples. Que se passe-t-il si nous décidons de ne pas consommer les 80 € d'intérêts obtenus la première année, de les investir à leur tour, et ainsi de suite? Le tableau situé à droite de l'écran vous présente la situation obtenue. En 2021, le capital investi est de 1000 €. Ce capital investi va générer 80 € d'intérêt, puisque le rendement a été pris à 8%. Ces 80 € vont être réinvestis à leur tour, si bien que le capital investi en 2022 sera non pas de 1000 €, mais de 1080 €. Dans ce cas-là, avec un rendement de 8%, les intérêts produits seront de 86,4 €. Ces 86,4 € seront également réinvestis, et ainsi de suite. Là, la différence est de taille, puisqu'on voit qu'entre 2021 et 2030, le capital a quasiment doublé en 10 ans, et les intérêts produits sont sans cesse plus élevés d'une année à l'autre. Nous sommes dans le cas où les intérêts réinvestis produisent à leur tour des intérêts, ce qui enclenche un effet boule de neige, faisant croître au cours du temps le capital, ainsi que le montant annuel des intérêts produits. Quand on réinvestit les intérêts d'un placement, on dit que l'on fait composer le capital, ou que l'on utilise le phénomène des intérêts composés. Bien utilisé, le phénomène des intérêts composés peut permettre de construire une fortune, mais cela requiert du temps et un rendement sur le capital investi assez élevé. Alors que mathématiquement la chose est évidente, certains se croient obligés de convoquer Albert Einstein en lui prêtant des propos au sujet des intérêts composés, pour justifier de leur énorme utilité dans la constitution d'un solide patrimoine. Je doute que cet authentique génie se soit un jour intéressé à la finance, tant il était absorbé et passionné par son travail de chercheur. Leçon à retenir: pour tirer le meilleur profit d'un placement générant des intérêts, il faut utiliser les intérêts composés et rester investi le plus longtemps possible, idéalement pour toujours. Warren Buffett a écrit un jour: « Ma richesse vient essentiellement de la combinaison de 3 choses, vivre en Amérique, la chance et les intérêts composés. » L'essentiel de la fortune de cet investisseur de légende s'est fait après ses 50 ans, car l'effet des intérêts composés nécessite du temps pour prendre sa pleine mesure, la croissance du capital ayant une allure d'exponentielle. Voyons à présent l'influence du rendement du capital investi dans le cadre de l'utilisation des intérêts composés. L'image ci-dessous montre l'évolution d'un euro investi en fonction du taux de rendement. Nous avons ici différents horizons d'investissement et ici différents taux de rendement annuels.
nous voyons que si nous choisissons un horizon de 30 ans, avec un taux de rendement annuel de 10%, nous avons quasiment multiplié par 16 ou 17 le capital de départ. D'une façon générale, plus le taux de rendement annuel est élevé et plus le capital s'apprécie rapidement. Leçon à retenir. Pour des durées d'investissement identiques, plus le rendement du capital investi est élevé, plus les intérêts composés auront un fort impact sur l'appréciation du capital au cours du temps. Avec sa société d'investissement Berkshire Hathaway, Warren Buffett parvint à réaliser un rendement moyen annuel de 20,3% sur une durée de 54 ans. L'utilisation des intérêts composés doit faire partie de votre boîte à outils d'investisseur. Le choix du support d'investissement pour faire composer les intérêts. L'éventail des supports d'investissement est large: obligations, actions, immobilier physique, devises, matières premières, fonds d'investissement cotés ou non, produits dérivés, futurs et options sur indices, options sur actions, etc. Bien que le marché des obligations soit le plus profond de tous, nous ne nous y intéresserons pas puisque de nos jours, le rendement des obligations est le plus souvent ridicule et sans rapport avec le risque que constitue leur détention. En effet, de nombreux pays très endettés, mais aussi des sociétés, émettent des obligations avec des rendements très bas, voire négatifs ou nuls, dans certains cas. En ce qui concerne l'immobilier physique, que ce soit la résidence principale ou des biens immobiliers loués à des tiers, je vous déconseille vivement leur détention en France. Comme l'indique son nom, l'immobilier physique n'est pas délocalisable. En plus de vous lier fiscalement à la France, puisqu'aux yeux du fisc, il constitue un centre d'intérêt économique, ce qui fait de vous quelqu'un redevable de l'impôt en France, même si vous avez fui à l'étranger. Dans un avenir proche, il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour imaginer que la fiscalité sur l'immobilier français va s'accroître considérablement quand il s'agira de ramener de l'argent coûte que coûte dans les poches de l'État. Naturellement, vous pouvez investir dans l'immobilier hors de France, dans un pays aux finances moins précaires et où le droit de propriété est respecté, que ce soit pour les locaux ou les étrangers. Les produits dérivés sont d'un maniement un peu complexe, voire très complexe pour certains. Ils mettent souvent en œuvre un effet de levier, si bien que l'on peut perdre bien plus que le capital investi. Ces produits financiers ont leur utilité, par exemple pour protéger son portefeuille d'une baisse, mais je ne les recommanderais pas. Il vaut mieux s'enrichir lentement que s'appauvrir rapidement. Les matières premières, aussi appelées commodités, sont une classe d'actifs bien particulière. Elles ne produisent pas de rendement proprement dit, et leur cours dépend principalement de l'offre et de la demande. Les fluctuations des cours des matières premières sont importantes sur le court terme, ce qui peut intéresser le spéculateur, mais cette classe d'actifs s'avère peu rentable sur le long terme et il est relativement compliqué d'y investir. Il reste donc en lice les supports d'investissement suivants: actions et fonds d'investissement cotés ou non, devises. Pourvu que le nombre de parts soit suffisant. Les sociétés cotées et les fonds d'investissement cotés sont assez liquides. On peut en sortir rapidement en quelques clics de souris et récupérer du cash en constatant un gain ou une perte au passage. Notons que l'on peut investir dans l'immobilier sans les contraintes de l'immobilier physique, délai de vente important, gestion des locataires et des travaux à faire, etc., en achetant des foncières, sociétés d'investissement immobilier, cotées en bourse, ce que l'on appelle l'immobilier papier. On peut aussi acheter de l'immobilier aux quatre coins du monde en achetant des foncières cotées sur nombre de places boursières étrangères, notamment des REITs aux États-Unis. Le rendement de ces sociétés cotées est souvent intéressant. L'immobilier coté en bourse disqualifie totalement les SCPI dont les frais d'entrée sont énormes en plus d'être un placement illiquide. Il faut parfois des mois pour en sortir.
Hormis les sociétés cotées, certains fonds d'investissement cotés en bourse, appelés ETF, sont des paniers d'actions, elles-mêmes cotées en bourse. Ils peuvent reproduire fidèlement la composition d'un indice, ETF CAC 40, être thématiques, les énergies renouvelables, les infrastructures, etc., ou refléter le dynamisme d'une région du globe, ETF Vietnam, ETF Chine, etc. Les ETF ont des frais de gestion, mais ils sont beaucoup plus faibles que ceux des fonds d'investissement traditionnels. Certains investisseurs en bourse ne jurent que par les ETF. Ils ne font pas de sélection d'actions, stock picking. Ils achètent un ETF reflétant les variations de l'indice qu'ils jugent le plus performant. Ainsi, ils sont sûrs d'avoir une performance équivalente aux frais de gestion près. En effet, même si cela est possible sur quelques années, sur le long terme, les gérants choisissant leurs actions ne parviennent pas à battre leur indice de référence sur le long terme. Investir en bourse via un ou des ETF est donc une voie très intéressante, mais elle prive l'investisseur de sa quête de l'action parfaite, en même temps qu'elle l'empêche de développer des connaissances concernant l'analyse financière des sociétés. Un stock picker a un peu un instinct de chasseur. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, vous avez compris que les seuls produits financiers trouvant grâce à mes yeux sont cotés en bourse. Il s'agit des actions, des ETF, paniers d'actions, des fonds d'investissement, des devises éventuellement. Pour ceux qui jugent que l'immobilier est un pilier incontournable de leur patrimoine, je leur recommande la détention d'immobilier via des foncières cotées. Sociétés d'investissement immobilier, encore appelées REITs, Real Estate Investment Trust, aux États-Unis. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, les actions sont le meilleur placement financier à long terme. Le graphique en barre que nous avons ici montre le retour réel sur actions et sur obligations internationales de 1900 à 2000. On notera que les rendements réels, c'est-à-dire avec l'inflation retirée, des actions par an sont positifs dans les 16 pays envisagés, ce qui indique que dans chacun d'eux, les actions ont joué leur rôle protecteur contre l'inflation de 1900 à 2000, soit durant 101 années. Sur la période, l'investissement en actions a toujours été plus profitable que l'investissement en obligations d'État. Voici un échantillon des rendements bruts et réels après inflation de quelques-uns des 16 pays étudiés par les auteurs de Triumph of the Optimism. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous le souhaitez. Imaginez une personne qui aurait investi 1000 $ dans le marché américain au début de 1900 et qui aurait conservé son investissement jusqu'à la fin de 2000 en présumant qu'elle l'aurait légué à ses descendants. Elle aurait accumulé la jolie somme de 16,6 millions de dollars. 1000 $ multiplié par 1,101 exposant 101, ça fait 16 615 721 $. Alors pourquoi 1,101 ? Tout simplement parce que le rendement annuel moyen des actions sur la période, ce rendement étant brut, fut de 10,1%. 101 tout simplement parce que la période s'est étalée sur 101 années. Son enrichissement réel après inflation se chiffrerait à 698 000 $. 1000 $ multipliés par 1,067 exposant 101 moins 1000 $, ce qui fait 698 207 $. Alors ici, pourquoi a-t-on pris 1,067 ? Tout simplement parce que le rendement net annuel des actions sur la période fut de 6,7%. Une nouvelle fois, on peut apprécier la puissance des intérêts composés en l'espace de 101 années. Le pouvoir d'achat de cette personne aura été multiplié par 698. N'hésitez pas à réagir au contenu de cette capsule en mettant des likes ou des dislikes, en écrivant un commentaire. Cela permettra à l'algorithme de YouTube
de remarquer cette capsule et d'en proposer le visionnage à d'autres personnes. Abonnez-vous pour ne pas passer à côté de la prochaine capsule. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À la prochaine, chers amis investisseurs.